Bonsoir. Bonsoir. Coucou Émilie. Bonsoir Betty. Bonsoir Aurélie. Je vous laisse toutes vous connecter. Petit à petit, juste avant ça avait coupé, donc je laisse tout le monde se reconnecter, se connecter. Ça va être un live de ce que j'appelle les papotes naturaux. C'est les petites conférences que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Mais maintenant, on va les faire directement en live Instagram. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas se déplacer pourront y assister, même de très très loin. Je commence à 34. Bon, de toute façon, ça va être un live sur des choses que vous avez voulu qu'on aborde à nouveau, puisque je vous avais demandé la semaine dernière les thèmes que vous voudriez à nouveau aborder. Donc, le soja est beaucoup revenu. Et pourquoi je critique autant le soja? On va parler rapidement du glutamate, et puis on va parler de la santé. Vous m'avez demandé de parler du foie, de la digestion. On va aborder tout ça. Mais finalement, on m'avait aussi demandé des perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est des vidéos qui sont déjà postées sur YouTube. Donc, je vous invite finalement à les revoir. Et puis, si vous avez des questions, vous me les posez après en message privé, par SMS, par mail. Mais j'y reviendrai après. Mais effectivement, les cosmétiques et les perturbateurs endocriniens, l'IGTV, elle est sur Instagram. Et les perturbateurs endocriniens... vraiment l'impact sur la santé, la vidéo a été postée sur YouTube, hein, donc ça vous pouvez la trouver, et à chaque fois je vous mets live Instagram avec le titre du live. Donc on en avait fait un sur les ustensiles de cuisson, on en avait fait un donc, qui parlait des poêles anti-adhésifs, des revêtements à ne surtout pas utiliser, mais elles ont pratiquement toutes été postées. Je crois qu'il manque la thyroïde que je n'ai pas pu sauvegarder, il doit manquer les yaourts végétaux. C'est pareil, ça doit être une vidéo que j'ai pas pu sauvegarder à l'époque où on faisait les lives pendant le confinement. Les régimes, elle est en IGTV. Normalement, elles sont toutes postées. Allez, on va commencer tout doucement. Donc, ce live, je l'ai appelé les papotes naturaux, puisque les papotes naturaux, c'était déjà des petites conférences que je faisais, vraiment en cercle intime. Bien avant le confinement, on se retrouvait entre 5, 8 et puis on papotait de la santé ensemble avec des thèmes particuliers. Le confinement est arrivé, donc plus de papotes, plus d'atelier cuisine, le cabinet fermé. On a donc fait les lives et puis je me dis, même si la vie reprend un petit peu ses droits, finalement, ces lives, on va les garder. Ces papotes naturaux que je faisais à nos gens, c'est pas que je les abandonne, mais ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à nos gens de quand même pouvoir y assister, puisque je vous dis toujours que mon but, c'est de pouvoir partager un maximum, avoir accès en tout cas à ce type d'informations, pour que vous puissiez facilement le mettre en place et puis que je puisse vous accompagner vers une meilleure santé. Donc la semaine dernière, je vous ai demandé les thèmes que vous voudriez revoir ensemble. Le soja est beaucoup revenu et surtout, pourquoi je critique autant le soja. Alors, pour rappel,
je ne suis jamais stricte, jamais orthodoxe dans les accompagnements que je mets en place au cabinet, suite aux consultations. Mais par contre, je déconseille toujours 2 aliments en particulier. Je demande vraiment ce que vous voulez supprimer de votre alimentation, c'est le soja et le maïs. Pourquoi ? Déjà, ils sont extrêmement inflammatoires et il faut savoir que les semences nous viennent essentiellement de Monsanto, qui est très connu, et le soja est en fait bourré d'OGM. Le soja, qui est destiné avant tout à nourrir le bétail, se retrouve dans votre assiette et il est transgénique. Rien que le mot déjà devrait faire peur. Même le bio, puisque c'est du bio qui nous vient de très très loin. Pourquoi il est transgénique ? C'est surtout fait pour pouvoir résister à d'énormes quantités de pesticides qui ensuite va être ingéré par l'animal, mais qui va aussi être ingéré par l'être humain, puisqu'il va manger la viande de cet animal, ou alors il va manger en trop grosse quantité du soja, puisqu'en fait, il va vouloir diminuer sa quantité de viande et va penser que le soja vendu en supermarché et en magasin bio va plutôt être bénéfique pour sa santé. Donc, je vous dis vraiment de supprimer ce soja. Après, je vais revenir au soja que j'autorise et que même moi, je m'autorise. Il faut aussi savoir que le soja contient ce qu'on appelle des inhibiteurs de trypsine qui entravent la bonne digestion des protéines et fatiguent énormément le pancréas. Il faut aussi savoir qu'une consommation excessive de soja va donc entraîner un déficit du pancréas, va diminuer ou bloquer la métabolisation du fer, va apporter une déficience en acides aminés, va de toute façon augmenter le taux de diabète du fait que le pancréas va quand même être vraiment déficitaire. Ça peut entraîner des troubles de la thyroïde, ça entraîne l'inflammation, plus. Le seul soja que moi, je m'autorise, et du coup, je vous autorise, vous savez que c'est le soja fermenté. C'est-à-dire qu'on va avoir le miso, le tempeh, la sauce tamari, le tofu lacto-fermenté et le natto qui est moins connu. Bien entendu bio, français, sans OGM, le plus possible, et ça vous les trouverez en magasin bio. Il faut aussi savoir que le soja est reconnu comme l'un des plus grands allergènes de l'alimentation. L'arachide et le soja font partie de la même famille botanique et que bien souvent les gens qui sont allergiques à l'arachide de toute façon sont allergiques au soja et beaucoup développent une allergie au soja quoi qu'il en soit. Donc pour chasser en tout cas le soja, il faut bien lire les étiquettes. Donc dès que vous voyez marqué PVT, c'est-à-dire protéines végétales texturées, MSG pour le glutamate de sodium, et je vais en parler après, monodiglycérides, ça il faut vraiment l'éviter. Et il faut aussi savoir que on parle beaucoup du soja par rapport à son action au niveau de tout ce qui peut être œstrogène. La fermentation, en tout cas les protéines de fermentation, vont complètement décomposer tout ce qui peut être goitrogène, isoflavone et les autres éléments nocifs. Donc du coup, on peut consommer du soja dans sa forme fermentée, mais bien entendu, pas à tous les repas, hein. On peut manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et le problème actuellement qui se pose, c'est que les gens consomment du soja du matin au soir, avec le lait de soja ou le yaourt de soja le matin, vont consommer le midi les galettes ou le steak végétal de soja, même si la loi est passée, on n'a plus le droit d'appeler ça un steak végétal. On va reconsommer une boisson au soja chocolaté dans l'après-midi, et puis le soir, on se refait encore quelque chose à base de soja. Non, aucun intérêt, mauvais pour la santé, en plus c'est du mauvais soja, donc de temps en temps, oui, du tofu lacto-fermenté, mais sachez que les protéines végétales, on les trouve ailleurs. Hein, et on est en train de les travailler avec Karine, je ne sais pas si elle est connectée,
J'ai toujours pas eu le temps de vérifier ce qu'elle m'a envoyé, mais dès que c'est OK pour toutes les deux, je les publie. Au moins, vous pourrez vous l'imprimer et avoir sur la porte, par exemple, de votre frigo, ou en tout cas avec vous dans le sac, vraiment où on trouve ces protéines végétales. Là, je viens de vous parler du glutamate. Je vous en avais déjà parlé. Le glutamate, on le trouve partout, partout, partout. Dans le poivre, dans le sel, dans les conserves, dans le coca, dans les boissons gazeuses, bien entendu dans la sauce soja, dans tous les plats asiatiques. C'est un additif qui n'est absolument pas onéreux, il coûte rien, il relève bien entendu le goût, ça ressemble un peu à du sel et il est ajouté absolument partout dans l'industrie agroalimentaire. Il est même ajouté dans des pains, dans des gâteaux, dans des fonds de sauce, dans des produits allégés. On a très très longtemps entendu parler du glutamate, en tout cas pendant très longtemps on a relié le glutamate au fameux syndrome du restaurant chinois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne allait manger dans un restaurant asiatique, il se passait à peine 15-30 minutes et la personne, alors pouvait avoir une coloration rouge, ce qu'on appelle un flash, il pouvait avoir donc diverses manifestations cutanées, ce qu'on peut appeler un érythème congestif, ça pouvait être des céphalées, des bouffées de chaleur, ça pouvait aller jusqu'aux nausées, aux vomissements, aux démangeaisons. Ça disparaît très rapidement, mais c'était vraiment associé, en tout cas, au syndrome du restaurant chinois. Et on s'était rendu compte que c'était effectivement le glutamate. Et comment l'industriel, en fait, pourquoi l'industriel utilise? C'est parce qu'il va pouvoir utiliser très peu de matières premières, vraiment en très petite quantité. Par exemple, un gâteau au chocolat, mais il va pouvoir mettre très très peu de chocolat, et du coup il va mettre du glutamate. Et là le tour est joué, sauf que vous ne le savez pas. Le glutamate est extrêmement irritant pour les intestins, et en plus il déclenche tout le temps une faim mécanique. Donc vous en mangez, vous avez faim, vous en mangez, vous avez faim, et ça ne s'arrête pas. Et rappelez-vous, on a déjà parlé de la porosité intestinale. Donc je vous ai parlé du soja, et du coup je vous ai parlé du glutamate. Ensuite on m'a beaucoup demandé de parler de tout ce qui pouvait être problème de digestion, et je vais y revenir là ensuite. Mais on m'a demandé de parler des remontées acides, des ballonnements, des gaz, des difficultés à digérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pense toujours que tout vient du ventre, mais bien souvent, tout commence par ce qu'on va mettre dans la bouche. Donc, quand on me pose une question, et là vous êtes nombreux à me poster de temps en temps des petites questions. Sophie, qu'est-ce que je peux faire? J'ai des remontées acides. Sophie, j'ai le ventre qui ballonne, je digère pas. Non, la naturo, c'est pas ça. Parce que je pourrais très bien vous dire, prenez ça, ça ou ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous faites quand vous allez chez le médecin, et je vais y revenir après. Sauf qu'il faut savoir pourquoi vous avez ça et depuis quand ça a commencé. Et il faut surtout que je connaisse vos habitudes. C'est-à-dire, effectivement, comment vous mangez. Quand je dis comment vous mangez, c'est déjà comment vous remplissez votre assiette, comment vous allez transformer vos aliments, et surtout après comment vous ingérez, mais avant si vous prenez le temps de mastiquer, si vous prenez le temps de manger, si vous ne buvez pas trop en mangeant. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Si en même temps il y a des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas. Je tourne mes notes. Alors bien entendu, qu'on dira qu'il n'y a aucun bien de plus précieux alors que la santé. Mais sauf que quand on a oublié que le corps n'était pas seulement fait de matière, on comprend qu'il possède des forces qui l'animent et qui tentent à le maintenir en bonne santé. Je vous dis très souvent que le corps est une sacrée machine, mais aussi une machine sacrée. Et que pour fournir correctement son travail, son job, il a besoin d'un combustible. Et le combustible dont il a besoin, ça va être les aliments. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après avoir digéré les aliments au niveau de l'intestin, l'organisme, lui, il transforme en énergie nécessaire pour des efforts musculaires ou intellectuels. Et ensuite, les déchets ils vont être éliminés vers l'extérieur grâce aux différents systèmes épurateurs qu'on appelle en naturopathie les émonctoires. Plus simplement, c'est les filtres.
vous comprendrez bien pour ceux qui ont une voiture que si vous ne mettez pas le bon carburant, une essence de très mauvaise qualité, et que vous n'allez pas de temps en temps faire une révision pour nettoyer filtre à air, filtre à essence, la voiture elle ne sera pas performante, elle va s'encrasser. C'est exactement la même chose qui se passe avec votre organisme. Les émonctoires, je vous rappelle que c'est donc les filtres de votre corps. On en a des principaux qui sont foie, intestin, rein, peau, poumon. On en a des secondaires qui sont utérus, vagin, muqueuse ORL, glande salivaire, glande mammaire, glande lacrymale, et puis on a même des émonctoires pathologiques, mais voilà, je vais pas vous faire un cours de naturo ce soir. Et puis ensuite qu'on a des déchets à éliminer, et on en a 6 principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les eaux usées, donc on les élimine par les reins, par la peau, par les poumons, par les intestins. Ensuite, on va éliminer quoi? Le fameux gaz carbonique, le CO2. Ce qui pose problème en ce moment, parce qu'avec les masques, c'est quand même très compliqué, et on inhale un peu trop du CO2 qu'on rejette. Donc ça, c'est les poumons, le filtre poumon qui va s'en occuper. Tout ce qui va concerner les fibres, les déchets alimentaires, là, ça va être au niveau intestin. Tout ce qu'on appelle les cols, les déchets colloïdaux. Il faut savoir que consommer en excès et ou mal digéré, tout ce qui va être glucides, lipides, produits laitiers, gluten, antibiotiques, suralimentation, tout ça, c'est des producteurs de colle. Donc, qui va s'en occuper en émonctoire principal, en filtre principal? Ça va être le foie et l'intestin. En émonctoire secondaire, c'est la peau. Bien souvent, je prends toujours l'exemple des ados qui se nourrissent plutôt mal. Au niveau de l'acné, on s'en rend bien compte, avec les têtes blanches, c'est là où ça ressort. Parce que du coup, le foie, lui, l'émonctoire principal, il est saturé. Donc du coup, c'est la peau qui va prendre le relais. Et puis vraiment, en émonctoire accessoire, c'est les poumons, avec des toux extrêmement grasses. Donc quand c'est les poumons qui prennent le relais, ça veut dire que foie, intestin, ils n'en peuvent plus, et que la peau non plus n'arrive plus à éliminer. Et puis après, on a tout ce qui va être acide. Là, c'est les déchets qui sont essentiellement dus à la dégradation, alors normale ou anormale, de beaucoup d'aliments. C'est-à-dire que consommer en excès et ou mal digéré, il faut savoir que les protéines animales, les produits laitiers et vaches surtout, tout ce qui va être soda, caféine, théine, sont vraiment pourvoyeurs d'acide. Donc là, en émonctoire principal, c'est les poumons et les reins. En émonctoire secondaire, on a foie et peau. Et puis, on va avoir en dernier déchet éliminé tout ce qui va être cristaux. C'est-à-dire que c'est les minéraux usés, les sels qui sont inutilisables par l'organisme. Et là, bien entendu, l'émonctoire principal pour les éliminer, effectivement, c'est les reins, et l'émonctoire secondaire, c'est la peau. Donc, je vous dis tout ça pour comprendre comment fonctionne un organisme. Quand on commence à s'occuper de sa santé, il faut aussi comprendre comment fonctionne le corps. Il faut aussi comprendre que le rendement du moteur humain dépend donc de plusieurs facteurs. Le premier, bien entendu, c'est l'hygiène alimentaire, bien manger, puisque c'est le carburant. Ensuite, on va avoir l'hygiène émonctorielle, les filtres, par l'élimination des déchets. Parce que le but, oui, c'est de bien manger, mais si on élimine mal, ça va bien se passer non plus. Donc, il faut que tout fonctionne correctement. Et puis, on a aussi l'hygiène physique, nerveuse, où il va être important d'économiser l'énergie nerveuse, c'est-à-dire se reposer, se recharger. Et puis, on a l'hygiène psycho-émotionnelle, où il va être important de se recentrer, de s'harmoniser. J'aurais pu vous dire aussi juste avant, puisqu'on m'avait demandé de parler de la digestion, il faut savoir, quand on fait de l'anatomie, comprendre la digestion, c'est pas que le ventre. La digestion, elle ne commence nulle part ailleurs que dans la bouche. Ça commence ici et ça se termine au niveau de l'anus. Les aliments, ils vont être dégradés, digérés dans différentes poches digestives. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la durée de digestion varie bien sûr selon le bol alimentaire, la nature des aliments
qui le composent et surtout en fonction du nombre d'aliments pris pendant le même repas. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et quand on parle de digestion, la digestion, c'est combien de temps va mettre un repas à être digéré. Je vous donne un petit exemple très simple. Par exemple, là ce soir, vous allez manger crudité, œufs et un peu de légumes verts cuits. Bah ça va prendre à peu près 4 heures. Hein, c'est voilà, on va dire que c'est une généralité. Je ne prends pas en compte les gens qui vont digérer un peu plus lentement ou peut-être un petit peu plus vite. En général, c'est 4 heures. Si toutefois vous avez un petit peu plus faim et que vous ne pouvez absolument pas vous passer de pâtes ou de riz le soir et que vous allez mettre des pâtes ou du riz ou du pain, à ces 4 heures, il va falloir ajouter 3 heures. C'est-à-dire qu'il va vous falloir à peu près 7 heures pour le digérer. Et puis ce soir, vous avez très faim. Vous avez vraiment envie de sucrer. Et pour le dessert, vous allez prendre une petite pâtisserie ou alors une crème dessert. Ou comme celle-là, c'est la saison des glaces. Les glaces lactées, Magnum, ce genre de choses. Et bien là, vous allez rajouter encore 2 heures. C'est-à-dire qu'on a 4, 3, 2. On est déjà à 9 heures de digestion. Et puis si en plus, à la fin, vous dites, tiens, je ne vais pas me coucher tout de suite, mais j'ai quand même envie de Allez, je vais me faire un café, même des cas, hein, ou un thé. Et bien là, vous allez encore ajouter un petit peu plus à la digestion. Toutes ces lenteurs digestives vont entraîner un épuisement des glandes et c'est comme ça qu'on voit apparaître des insuffisances stomacales, pancréatiques, hépatiques, intestinales. Donc oui, bien se nourrir, c'est la première règle en naturo, c'est normalement notre première technique. Quand on est naturo et qu'on ne parle pas d'alimentation, on n'est pas naturo, c'est vraiment notre première technique. Et puis, bien sûr, bien éliminer est aussi un facteur tout aussi important dans l'art de rester en bonne santé. On m'a posé 2 fois la question, là, dans la semaine dernière, alors je ne sais pas si elle est connectée, qu'est-ce qu'un foie qui fonctionne normalement? Comment on peut le savoir? Déjà, un foie, il fait pas mal. Hein. Un foie, en tout cas quand il a une fonction normale, on le constate par 2 choses. C'est-à-dire qu'on a une digestion normale, qui ne pose pas de soucis, et que les selles sont parfaitement moulées, et tout va très bien. La deuxième chose, c'est une langue très rose. Dès que le foie commence à être fatigué, épuisé, surchargé, on va avoir des nausées matinales, la langue plutôt chargée, la langue blanche. Alors, on peut avoir de la constipation, mais on peut avoir aussi des selles très collantes, hein, les selles qui collent à la cuvette. On a tout le temps froid et en général, on se réveille vers 3 heures du matin. Ça, c'est un signe. Ça ne veut pas dire que le foie est malade. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Avant d'être malade, il y a d'autres choses qui se manifestent. Mais c'est simplement que voilà, il vous fait comprendre qu'il a besoin d'être aidé. Alors pour le stimuler, la fameuse bouillotte chaude. Hein, je vous le dis tout le temps, il n'y a pas meilleur remède naturel que la bouillotte. Au-delà de vous réchauffer les pieds quand vous avez froid, vous venez mettre la bouillotte chaude au niveau du foie. Tout simplement. Le foie adore le chaud et je vous rappelle que le foie est le seul organe du corps qui fonctionne à une température plus haute que le reste du corps. Votre température elle est entre 36,5 et 37,5. Lui, le foie, lui, il est entre 38,5, 39, hein, même un tout petit peu plus. Donc il adore le chaud. Il ne faut pas hésiter à lui mettre du chaud après un repas, plusieurs fois par semaine. En tout cas, essayez de prendre vraiment cette habitude, d'autant qu'il ne fait pas encore super chaud là à l'extérieur. Mettez vraiment une bouillotte chaude entourée d'un linge, mais la vraie bouillotte en caoutchouc, hein, ne mettez pas de bouillotte dans les micro-ondes. Hein. Normalement, d'ailleurs, vous ne devriez même plus avoir des micro-ondes dans votre cuisine. Hein. Donc la vraie bouillotte en caoutchouc qui va durer toute une vie, sauf si vous perdez le bouchon. Vous faites chauffer de l'eau dans la bouilloire, vous mettez, vous entourez d'un petit linge et vous venez mettre la bouillotte sur le foie, puis après un petit peu sur le ventre. Et là, vous apaisez en plus le corps et l'esprit. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on m'a demandé de parler de santé en général. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je revienne sur d'autres choses en particulier, pareil, vous me le dites. Hein. Quand on parle de la santé, ce qu'il faut comprendre, en tout cas au niveau de la maladie, parce que là, le cabinet a rouvert ses portes, même si je continue les consultations à distance par téléphone,
Là, j'entends en ce moment beaucoup dire « j'ai pas de chance, je tombe malade ». Non, on ne tombe pas malade. Il faut savoir qu'il existe un état entre la santé et la maladie. Cet état, on l'appelle l'état de santé intermédiaire. En fait, cet état de santé intermédiaire, c'est un déséquilibre global du bien-être. C'est le moment où vous avez toute une liste de gènes, de désagréments, de troubles difficiles qui peuvent aller alors de la fatigue chronique à vraiment l'inconfort digestif, en passant par des troubles du sommeil et bien d'autres. On connaît tous quelqu'un qui a toujours, vous savez, on dit toujours, elle a toujours un truc de travers. Cet état, c'est un état d'alerte. Et s'il n'est pas corrigé, il conduira effectivement à la maladie. Et c'est à ce moment précis que la médecine allopathique va vous prendre en charge. La médecine allopathique, elle s'occupe des maladies, elle fait des diagnostics et ensuite elle va vous donner un traitement qui va être médical, bien entendu, et adapté. Lui, le système médical, il est là pour prendre en charge effectivement les maux, mais en aucun cas il va vous rendre autonome, puisque pour soulager les maux, il propose en fait de gommer les symptômes avec des antalgiques, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des antispasmodiques. À aucun moment il n'a vocation à restaurer un équilibre et encore moins à décoder, à décrypter la maladie. Alors on a besoin de la médecine allopathique, je ne la critique absolument pas. On en a besoin pour faire des diagnostics, pour passer les bons examens, pour faire des prises de sang, pour les urgences. Et heureusement, voilà qu'elle est là. Si on a, je sais pas, on s'ouvre la jambe, on se brûle, bien entendu qu'on va pas aller voir le naturo. Votre enfant a une crise d'appendicite, bien entendu que c'est pas le naturo qu'on va aller voir. AVC, crise cardiaque, non, c'est pas le naturo. On a besoin donc de cette médecine allopathique et j'espère qu'un jour on arrivera à travailler ensemble. Parce que nous, en naturopathie, on va s'occuper justement de votre équilibre, de votre hygiène de vie, de votre alimentation. Cette médecine holistique, elle repose vraiment, oui, sur une amélioration de l'alimentation, sur l'élimination des substances toxiques dans votre environnement. On va vous conseiller de faire un petit peu quand même d'activité physique. Il y a quand même aussi une démarche psycho-émotionnelle. Ça, c'est notre approche. Et je pourrais dire aussi que votre santé, elle ne dépend que de vous. Vous devez devenir acteur de votre santé. Il ne faut pas subir la maladie, la prise en charge, mais il faut devenir en fait l'initiateur de votre bien-être, de votre santé, tout simplement. Alors oui, cette demande, elle est... Oui, ça demande effectivement de véritables changements, que ce soit dans la manière de vivre, dans la façon de vous alimenter, au niveau des choix, au niveau des pensées, des actes du quotidien. Mais ce que je vous dis souvent, ça vaut le coup quand même d'essayer parce que pour beaucoup, ça a métamorphosé votre vie et votre santé du coup. Donc oui, au début, c'est semé d'embûches, on fait des erreurs, mais quand on a les bonnes infos, on gagne du temps et on fait peu d'erreurs dans ce chemin vers la santé. Donc c'est pour ça que quand on me demande, Sophie, j'ai tout le temps des remontées acides, je ne vais pas vous dire de prendre un antiacide par exemple. En médecine allopathique, vous allez voir votre médecin, votre gastro, j'ai tout le temps des remontées acides, on va vous donner un fameux inhibiteur de pompe à proton, un antiacide. Jamais on va vous demander ce que vous mangez. Est-ce que vous buvez beaucoup de gazeux ? Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer ? Jamais on va vous demander d'ailleurs de faire un test qui est de savoir si vous avez trop d'acidité au niveau de l'estomac ou pas assez d'acidité. On appelle ça l'hypochloridrie pour le manque d'acidité et l'hyperchloridrie. Et bien souvent les gens sont traités pour de l'hyperchloridrie alors qu'en fait ils sont en hypo. Donc imaginez-vous bien 20 ans d'antiacide sur un manque d'acidité, vous n'allez toujours pas mieux.
Donc c'est pour ça que nous en naturo, on a besoin de vous poser beaucoup de questions. On a besoin, un peu comme votre voiture, hein, jamais vous appelez votre garagiste, je suis en panne sur l'autoroute, qu'est-ce qu'elle a ma voiture? Ah non, il faut qu'il vienne chercher la voiture, il faut qu'il ouvre le capot, il faut qu'il regarde. Nous, c'est ce qu'on fait un petit peu quand vous venez au cabinet. Vous venez nous voir pour des troubles bien spécifiques, plusieurs. Je ne vais pas à chaque fois vous donner un complément alimentaire pour ce symptôme, ce symptôme, ce symptôme, ce symptôme. Non, c'est pas ça. On n'est pas là pour faire du pansement symptomatique. On est là pour revoir votre hygiène de vie. Et bien souvent, je vous donne de toute façon des conseils alimentaires. Donc c'était ça que j'avais envie de vous redire ce soir par rapport à tout ça. Même pour les problèmes de sommeil, vous étiez 2 à me demander de parler du sommeil. Quand il y a des troubles du sommeil, il faut savoir déjà comment vous mangez la journée, ce que vous buvez au niveau de toutes les boissons, si vous prenez un traitement médicamenteux, comment vous endormez le soir avec les écrans, sans les écrans, il y a plein de choses à revoir. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? C'était peut-être un petit peu brouillon parce que je me suis mis des notes partout. À chaque fois que quelqu'un m'envoyait un petit message, je le notais. En tout cas, j'ai essayé de vous faire un résumé de tout ça, mais comprendre déjà comment fonctionne son corps et l'importance de lui donner le bon carburant, c'est-à-dire une bonne alimentation, c'est déjà extrêmement important. Alors, je ne sais pas s'il y a des mamans là qui sont connectées, mais certaines ont fait le test avec leurs enfants en diminuant le sucre et très très vite, elles ont vu le comportement de leur enfant qui avait vraiment changé. Dites-moi. La théine, c'est comme la caféine en fait. En France, on a réadapté le terme, mais en fait, dans le thé, c'est de la caféine, on appelle ça de la théine. Donc, trop de théine, non, c'est pas bon. De toute façon, c'est acidifiant. Donc, tout ce qui est acidifiant, inflammatoire. Donc, je suis pas là pour vous le supprimer. Et dans ces cas-là, on va vers du très bon thé, du thé en vrac, bien sélectionné, bio, qu'on va faire infuser dans une petite boule en inox. Et dans ce thé, on ne mettra pas de sucre, pas d'aspartame, pas de lait, pas ce genre de choses. Oui, les enfants avec le sucre, on le voit très rapidement, mais les adultes aussi. Mais quand on vient me voir au cabinet pour des enfants hyperactifs ou qui ont vraiment des problèmes de comportement, qui sont hyper accros au sucre, rien que de dire le mot sucre, de toute façon, il change. En le diminuant la première semaine, on le voit très rapidement. Thé matcha bio, Émilie, oui, mais pas 4 tasses par jour. Et à distance des repas, aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour dire à celles qui avaient commandé le vitaliseur il y a bientôt un mois, ça devait être début mai, mi-mai, voilà. Normalement, ils sont partis aujourd'hui. Donc, si tout va bien, normalement, vous les recevez lundi ou mardi. Et pour ceux qui ont loupé les délais, maintenant, livraison, c'est le 20 juillet. Donc, je ne ferai pas cette journée de retrouvailles tant que tout le monde ne l'aura pas reçu. D'autant que certaines commencent à s'inquiéter en disant « Oui, mais moi, je pars en juillet. » Bon. On va attendre que tout le monde l'ait reçu. Je contacterai chacune par par message privé pour savoir les dates de vacances. Et puis si vraiment on a du mal à trouver une date là cet été, on fera ça tranquillement à la rentrée en septembre. Pas d'inquiétude. Je crois que contre les acidités, il faut prendre du lithotam. De toute façon, le lithotam, c'est bon pour toutes les acidités. Ça équilibre le côté acido-basique. C'est du calcium végétal, donc oui. Après, on ne va pas prendre non plus du lithotam toute sa vie. Il faut aussi savoir pourquoi on a des remontées acides. Est-ce que c'est par un manque d'acidité? Dans ces cas-là, c'est des enzymes digestives qu'il vous faut. Si c'est trop d'acidité, effectivement, il faut calmer le feu, l'acidité. Le lithotam reste un complément alimentaire, donc c'est un complément à un changement alimentaire.
Après, c'est naturel, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, on ne va pas prendre toute sa vie non plus du lithotam, se dire c'est pas grave, j'ai mon lithotam, je vais avoir des remontées acides. Non, pourquoi j'ai des remontées acides? Le lithotam, celui de chez De Bardo, est très très bien. Et la dose, elle est marquée sur la boîte. Le test avec du bicarbonate alimentaire. Vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai le test à faire. Tisane, j'arrive pas à lire. Richter, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est des tisanes en sachet. Vous savez que je suis pas pour les tisanes en sachet. Hein. Même si votre tisane est bio, le sachet, lui, c'est une catastrophe. Hein. Donc essayez d'acheter au maximum en vrac. Et après, vous avez des petites boules pour infuser. Vous avez des petites choses comme ça en inox. Voilà. Mais essayez d'avoir un maximum de vrac. Hein. Et pas de sachet. Après, il y a certaines marques. Maille organique, Chic des plantes, celle que j'ai moi à la maison. Alors, Chic des plantes, je les ai en sachet. Il n'y a pas de soufre, hein, c'est des sachets végétaux. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Tisane laxative. Ouais, je connais pas. C'est pareil dans la constipation, que ce soit la médecine alors allopathique ou certaines médecines naturelles. Oui, on vous donne quelque chose pour faciliter le transit. Une chose de base, c'est toujours surélever les jambes. Essayez d'avoir un petit tabouret, un petit banc où vous mettez des magazines, hein, hop, vous les superposez. Et il faudrait essayer d'avoir les genoux pratiquement à hauteur poitrine pour respecter un angle qui est quand même plus physiologique que d'avoir les jambes dans le vide au niveau des toilettes. Donc ça, c'est important aussi. Bien entendu, il faut revoir l'alimentation. Voilà, il y a plein de choses aussi à revoir. Parce que les gens, ils sont constipés, ils vont être constipés toute leur vie. Bon, de temps en temps, une tisane laxative, un suppoglycérine, pourquoi pas du microlax. Là, les enfants sont habitués au microlax une grande partie de leur enfance. Non, il y a plein de choses à revoir. Rien à voir. Quel est le vermifuge naturel à donner pour les enfants pour éviter de donner... oui, alors pas le fluvermal, c'est celui qui est donné en pharmacie. Le vermifluide de chez Copmed est très bien, d'autant qu'on peut le donner à partir d'1 an. Et le sirop végétal de la Chartreuse, qui lui est un peu plus difficile à trouver en pharmacie, il doit être vendu à pas plus de 7 €. Certaines pharmacies le vendent entre 15 et 18 €. Et lui, c'est pas avant l'âge de 3 ans. Il est fort en goût. Le vermifluide de chez Copmed est pas mal. Le goût est très doux. Et on peut le donner à partir d'1 an. Et on vermifuge, quand on a des enfants, les vermifuges au moins 2 fois par an. Tous les enfants sont envahis d'oxyure. Même si on n'a pas d'animaux, on vermifuge ses enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Donc dimanche, c'est la fête des papas. Donc je vais voir si j'arrive à me trouver un petit créneau le matin pour qu'on fasse une recette ensemble. Je vais voir ce que je peux vous proposer. Même s'ils n'ont rien... Ah oui, s'ils n'ont rien, des fois vous voyez même pas que ça sort, hein, le petit verre ou dans les selles. Hein. Donc non, on vermifuge. De toute façon, on a tous plein de parasites au niveau intestinal. Hein. J'hésite de temps en temps à vous poster une photo de ce qui pourrait se passer dans votre intestin, de tout ce que vous pouvez abriter. Il y a beaucoup de cohabitation au niveau intestinal chez les adultes et les enfants, mais oui. Le vermifuge, c'est pour vermifuger. Quand on a des animaux, des chats, on leur donne les vermifuges pour pas qu'il y ait des vers. Le vermifuge, c'est exactement pareil. Nous, les êtres humains, on a beaucoup de vers. Et quand on pense aux vers, on pense essentiellement aux vers solitaires. Heureusement qu'on n'a pas tous un ver solitaire. Mais suivant ce qu'on mange, suivant si on range ses doigts, si on joue dans la terre, on touche la terre, on jardine, il faut de toute façon se vermifuger. En cas d'acidité, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Non, ça commence pas comme ça. En fait, en cas d'acidité, c'est quel type d'acidité j'ai? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez d'acidité, trop d'acidité au niveau de l'estomac? Et après, effectivement, on voit au niveau de l'alimentation. À quelle période de l'année pour les enfants?
Il n'y a pas de période, mais 2 fois par an. Il faut simplement se rappeler que c'est pas mal de les vermifuger en début d'année et puis à la rentrée scolaire. Voilà, c'est pas mal. Les adultes aussi, oui, parce que les adultes en ont de toute façon. Et bonsoir Patricia. Alors Patricia de Cuisine Live, je vous invite à aller voir son site Instagram. Elle poste des super recettes de cuisine crue. Donc les adultes, et puis quand on a des enfants, souvent on mange derrière ses enfants, on boit derrière les enfants, voilà, donc non, on vermifuge. Toute la famille. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. C'est le moment d'en profiter. Donc dimanche matin, je vais voir à quel moment on peut se retrouver, mais je pense que ce ne sera pas très tard. Plutôt en fin d'après-midi, je vais voir. Je réfléchis, soit une recette sucrée, soit une recette salée. Mais ce sera peut-être une recette salée. Dites-moi. Allez, on a encore 10 minutes si vous voulez ensemble. Alors je sais que certains vous commencez à être en vacances la toute première, en fait c'est entre les derniers jours de juin et première semaine de juillet. Donc je pense qu'on continuera à faire un live par semaine et puis peut-être à se retrouver le dimanche matin pour cuisiner ensemble pour ceux qui, même en vacances, hein, vous pouvez continuer à vous connecter pour cuisiner. Et puis toujours des recettes faciles, et même si on n'a pas tous les ustensiles, vous avez vu qu'on arrive toujours à cuisiner des choses sympas. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir encore, ou est-ce qu'il y a des questions à me poser par rapport à ce que je vous ai dit ce soir ou par rapport à d'autres choses que j'ai pu vous dire avant? Vous avez vu ce que je vous ai posté en story Insta, hein, la dernière étude sur l'eau du robinet. Donc je vous le dis tout le temps, arrêtez de boire cette eau du robinet, arrêtez de cuisiner avec cette eau du robinet, arrêtez de tremper vos céréales, vos légumineuses, vos oléagineux dans l'eau du robinet. Installez-moi un filtre à votre robinet de cuisine. L'hélico peut être associé aux acidités. Pas forcément, c'est surtout ce que vous allez prendre en traitement allopathique hein, qui va vous embêter. Hein. Mais l'hélicobactère se soigne très bien en naturo. Hein. Que fait-on avec un vitaliseur? Ah là là. Alors, je crois que c'est Myriam. Le vitaliseur, c'est l'ustensile à avoir dans sa cuisine quand on veut vraiment aller vers une cuisine saine. Une cuisine santé. Pourquoi? Parce qu'on va enlever le Tefal, on va enlever le plastique de sa cuisine, bien entendu. Donc, si on enlève le Tefal, eh ben, on va investir dans une poêle en inox, dans une casserole en inox. Et puis après, on va investir dans un cuit-vapeur en inox. La différence entre le Magimix et le vitaliseur, déjà au niveau du prix, je crois que le Magimix est plus cher que le vitaliseur, mais c'est surtout que le Magimix est une cuve très basse et du coup la vapeur vient vraiment surcuire les aliments. La cuve du vitaliseur est très haute, on met de l'eau à moitié, ce qui laisse vraiment le temps à la température, en fait à la vapeur de monter et venir tout doucement chauffer les aliments. Et puis c'est surtout, hein, le tamis a vraiment des trous suffisamment gros pour pas venir embêter l'aliment qui est en train de cuire. Et le couvercle est un dôme bien particulier qui empêche la vapeur de retomber sur les aliments. Ça s'écoule vraiment sur les côtés, enfin c'est le top. Ça respecte vraiment les 95 degrés. Et on peut tout faire. Cathy peut en témoigner puisqu'elle a déjà depuis quelques temps. On peut tout faire au vitaliseur. Moi je fais les pains, je fais les gâteaux, bien entendu les légumes. On peut cuire les céréales, on peut cuire les légumineuses. Oui, on peut faire du poisson. Oui, on peut faire de la viande. D'ailleurs, Marion Caplan avait posté la vidéo de la côte de bœuf au vitaliseur. Oui, en fait, on sublime les aliments qui cuisent et surtout on préserve les vitamines et les nutriments. Je ne le dirai jamais assez. C'est essentiellement par les légumes, par les fruits qu'on apporte des vitamines et des nutriments. Hein, c'est pas par les pâtes blanches ou le riz blanc. Et je vous rappelle toujours, manger doit rester avant tout un plaisir. La gourmandise aussi,
faut y penser. Sauf que quand on a ce genre d'appareil, on se fait vraiment plaisir. On peut continuer à être gourmand sans aucun souci pour la santé. Donc oui, je sais que vous êtes toutes pressées de recevoir le Vitaliseur. Alors il y en a qui vont avoir la chance de le recevoir en début de semaine prochaine. Bon, pour les autres, il faut attendre le 20 juillet. Hein. Je ne sais pas s'il y aura de livraison en août. Après, il faudra attendre septembre. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le Vitaliseur, je peux vous faire envoyer un lien. Il faut me le demander en message privé. Ce qui vous fait à peu près 25% de réduction sur le prix hors promo du Vitaliseur. Et pour tous ceux qui m'enverront ce petit message, je vous offre une journée entière à l'atelier de cuisine, alors qui est à Nogent. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, je créerai un groupe privé où on fera des directs Facebook. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous familiariser et ne surtout pas avoir le Vitaliseur que pour me cuire du brocoli ou de la courgette. Non, on peut tout faire et je vous donnerai toutes mes astuces. Oui, Catherine, il livre en Grèce, il livre même aux États-Unis. Catherine, j'espère que tu as reçu ton complément alimentaire, hein, parce que là, ça commence à m'inquiéter. Hein. Donc, c'est vraiment le top, le Vitaliseur. Et pour ceux qui hésitent entre le petit format et le grand format, je dis franchement, la différence de prix, il vaut mieux investir dans le grand, parce que dans le petit, on peut mettre que 2 petites céramiques, on ne peut pas mettre la soupière, on ne peut pas mettre le moule à gâteau, le moule à pain. Et franchement, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Non, bon, je vais vérifier avec le numéro d'envoi où il est. Et je te dis ça tout à l'heure ou demain matin. Donc voilà, le Vitaliseur, vraiment, quand on veut investir dans des ustensiles de cuisine, 249 € avec le code promo que je peux vous envoyer. C'est vraiment quelque chose en plus qui va vous durer toute une vie. Hein. L'inox, ça ne se détériore pas, ça ne s'abîme pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Allez, on a encore 5 petites minutes pour que je puisse essayer de sauvegarder la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, parce qu'il y en a qui ont repris le travail et qui sont encore au travail. Dites-moi. Je vous ai posté une petite photo très rapide, enfin une story là très rapide cette semaine avec le bol coco. Donc vous avez vu dedans, je vous ai mis moins de 3 minutes pour le préparer. Oui, mais c'est pas que je triche, mais les légumes lacto-fermentés, c'est ce qu'on avait fait pendant le live du 16 avril. La tartinade de cajou, j'avais fait ça ce week-end. Le tartare d'algues, c'est pareil. Après la courgette à râper, hein, ça prend 30 secondes, donc c'est très facile. Le filtre, oui, le filtre, c'est chez Hydropure. Il y en a un qui est fait pour la cuisine, et puis ils en ont d'autres qui sont faits pour mettre à la salle de bain. Donc soit le pommeau de bouche, soit le pommeau de douche, soit vraiment le filtre installé au robinet de la baignoire. Mais après, vous ne pourrez plus vous en passer. Hein. Est-on sûr que ce filtre vraiment les produits chimiques? Oui. J'ai bien étudié le dossier et je l'étudie régulièrement. Et de temps en temps, j'ai un monsieur formidable qui étudie tout ça et qui me dit oui, ça détruit tout à 99,5%, tout ce qui peut traîner dans l'eau du robinet. Et on s'en fiche de l'eau du robinet pour les minéraux. Hein. Moi, je compte pas sur l'eau du robinet pour m'apporter des minéraux. Les minéraux, je les ai dans mon alimentation. Donc, il est hors de question que je vienne polluer mes légumes, mes fruits, mes légumineuses, mes oléagineux et tout le reste. Les spatules pour la pâtisserie, les planches pour couper légumes et le papier pour le four. Alors, les spatules pour la pâtisserie, je pense que tu parles de la Maryse. Bon, la Maryse, tu n'utilises pas 15 fois par jour et tu ne l'utilises pas sur du chaud. C'est en général pour racler la pâte. Bon, ça, à la limite, oui. Après, les ustensiles dans les casseroles, dans les poêles, normalement, après, si tu as de l'inox, tu n'as pas de plastique, tu as du bois ou tu as effectivement des ustensiles en inox, puisque ça ne raye pas. Le papier pour le four, il faut essayer de vous trouver des papiers non traités, non soufrés. Les planches pour couper les légumes, soit tu investis dans une planche en bois, soit effectivement, moi j'ai 2 planches en plastique, parce que quand je vais à l'atelier cuisine et que j'ai tout apporté, que c'est lourd, oui j'ai du plastique, mais je coupe pas du chaud dessus. Je coupe essentiellement mes légumes et c'est cru. Donc voilà.
Mais je pense que tu me parles, oui, des spatules pour la pâtisserie. Par contre, après, je déconseille les moules en silicone, les tapis silicone. Hein. Sauf pour les déshydrateurs, parce que le déshydrateur, c'est une basse température. Mais les tapis en silicone, j'avais vu une fois sur celui de chez Tupperware, je crois qu'il monte à 280 degrés. Donc, non. Non, non. On utilise des moules en verre qu'on chemise bien. Je vous rappelle que chemiser, ça veut dire qu'on vient huiler, beurrer ou graisser avec, par exemple, de l'huile de coco ou une huile neutre. On met de la farine, on tapote, on met l'appareil, la pâte dedans et ça ne colle absolument pas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Après, si vraiment vous avez des questions concernant les ustensiles de cuisine, je vous rappelle qu'il y a la vidéo sur YouTube, on en avait parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Donc là, je crois qu'elle est là, hein, c'est Carole qui avait dû me poser des questions sur les extracteurs de jus, la différence entre un horizontal et un vertical. Les tours-minutes ne sont pas les mêmes. Le vertical, les tours-minutes vont être inférieurs à l'horizontal, mais c'est normal, c'est par rapport à la position du moteur. Moi, je ne suis pas pour les verticaux, je suis pour les horizontaux. Je remonte mon jazz. Hein. Moi, j'ai mon jazz max, mais oui, ça prend de la place, et c'est quand même mieux. Et puis, on peut tout faire avec ce genre de... Les verticaux, on fait les jus, les glaces, enfin les sorbets, mais c'est tout. Là, on peut faire plein d'autres choses. Ah bah oui, emballage plastique des légumes et fruits bio. Non, pas de plastique. Pas de plastique. On évite. Hein. Donc soit on utilise les petits cirés, enfin les toiles avec la cire d'abeille. Soit on utilise des contenants en plastique, du moment que le couvercle, des contenants en verre, pardon, oh, quelle catastrophe, des contenants en verre, mais si un couvercle en plastique, le but c'est que le couvercle en plastique ne touche pas les aliments. Alors, moment fait pour avoir votre super recette. Faut que je regarde si je l'ai, la vidéo, parce que je sais qu'il y a plein de vidéos, enfin, on a 3-4 vidéos quand j'avais pas pu sauvegarder. Je sais plus si les yaourts végétaux en fait partie, mais je vais regarder. Mais je pense qu'on va refaire un truc sur les yaourts fermentés. Donc non, on évite d'emballer dans du plastique les légumes, les fruits, enfin n'importe quoi. Hein. Pas besoin du plastique, on peut faire autrement. Et surtout pas de papier d'aluminium. Hein. Ça se présente comme ça dans les supermarchés. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai posté hier le dessin de Karine de ma bulle bio, où effectivement tout se présente dans du plastique. Et apparemment, c'est la demande du consommateur depuis ce confinement et ce coronavirus. Non, moi je suis contre. Non, vos légumes, une fois que vous arrivez chez vous, vous les rincez, vous les faites tremper avec du bicarbonate. Moi, je préfère le bicarbonate que le vinaigre. Mais non, vous lavez vos légumes. Hein. Oui, avec de l'agar-agar, oui. Bon, alors on fera un live sur les yaourts fermentés. C'est vraiment un basique. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Et je rappelle que c'est des yaourts fermentés végétaux. Et une fois que vous avez votre base, vous les déclinez après. Alors, le jus de pomme de terre, oui, le jus de pomme de terre, c'est génial. La pomme de terre crue est toxique, mais le jus de pomme de terre, vous trouvez très facilement, normalement, en magasin bio, est un antiacide par excellence, oui. Et puis, même si on n'a pas de problème d'acidité au niveau de l'estomac, c'est un vrai plaisir de boire un jus de pomme de terre lacto-fermenté. C'est très, très bon. La marque Biota, en magasin bio, vous devriez pouvoir trouver. Si vous n'en trouvez pas, vous le réclamez jusqu'à temps qu'ils en reçoivent. Parce que ça, c'est un basique. Ou alors après, vous achetez de chez Salus ou de chez Vogel. Il y a l'extrait de sucre de pomme de terre. C'est un peu plus concentré. Ça se dilue avec un petit peu d'eau. C'est pas pareil de le faire soi-même. Franchement, il vaut mieux acheter votre bouteille. En plus, il est lacto-fermenté.
Et puis après, si on investit dans un extracteur de jus, c'est vraiment pour faire des jus de légumes tous les jours ou tous les 2 jours. On n'achète pas un extracteur de jus pour en faire pendant 1 semaine, 2 semaines. Parce qu'en plus, les fruits et les légumes coûtent très très cher en ce moment. Et puis après, on l'oublie. Hein, donc voilà. Mais avant de faire son jus de pomme de terre, non, on l'achète déjà tout fait et c'est parfait. Je fais attention, il est 26. Allez, on est encore ensemble 2 minutes. Et on se quittera pour être sûr de pouvoir sauvegarder la vidéo. Bon, j'essaye de trouver une recette sympa pour dimanche, que ça prenne pas trop de temps, qu'on puisse cuisiner un petit moment ensemble avant d'aller profiter de la fête des papas. Et puis je vais réfléchir à une idée de live pour la semaine prochaine. On parlera certainement, je pense que je vais vous parler des piliers de la santé, pour que vous ayez encore une vision plus globale de la santé. Et puis, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions s'il y en a, enfin vos petits commentaires, vous n'hésitez pas. Merci, en tout cas, merci à vous. Et merci pour tous vos gentils messages et vos photos de tout ce que vous préparez à la maison. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Et comme je vous dis toujours, n'attendez pas pour prendre votre santé en main. Allez, bye bye.